Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à la place à Paris et je reçois Jalis. L'Oxymore, #1, you heard me? Boss. Jalis, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Shorty? Ça va, froidement, mais ça va. Tu m'étonnes, il fait froid en ce moment, ouais. C'est la première fois qu'on se voit pour l'interview, mais tu as participé à pas mal de formats sur l'Oxymore, que ce soit One Shot, dans des Indie ou l'Oxymore on Stage. Donc du coup, faudra qu'on revienne sur le tout début avec toi. Avec plaisir. À savoir, quel a été ton premier contact avec la musique, ton premier souvenir en tout cas. Mon premier contact avec la musique, je pense que je ne m'en souviens pas, logiquement, parce que j'étais sûrement dans le ventre de ma mère. Elle a une anecdote qu'elle adore raconter. Elle a accouché apparemment un jour où elle était en studio. Donc techniquement, ça veut dire que mon souvenir le plus ancien est sûrement en studio dans le ventre de ma mère. Mais plus concrètement, en tout cas, je pense que mon premier contact avec la musique, c'est sûrement les premiers concerts avec ma mère, petite, en bas âge, 3 ans, 4 ans. Je la suivais déjà en concert. Et c'est un peu là que l'aventure a commencé, je pense. Pour contextualiser pour les spectateurs, ta maman est artiste également, donc qui est une légende du dancehall raga martiniquais, Majesty. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ça? Donc, il me semble, tu me confirmeras, mais que tu as même été sur les pochettes de son album et tout ça. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Comment tu voyais ça de ton œil d'enfant, de bébé même, et nous parler un peu de cette période? Avec plaisir. Alors, du coup, ma mère, elle est comme tu l'as dit et comme tu l'as bien présenté, à mes yeux, c'est le cas. C'est une légende de la musique caribéenne, antillaise et précisément dans le dancehall, dans le reggae dancehall. C'est l'une des premières femmes à avoir emmené le reggae dancehall et à avoir gagné des récompenses aussi, notamment la récompense SACEM, si je me trompe pas, en 2000 ou en 99, en tout cas. J'espère ne pas me tromper dans les dates, mais c'est environ là. Après, justement, le succès de Jah m'a donné un don, qui est son hit et qui est sorti en 98. Moi, je suis née en 97, un an après, du coup, ça pète. Et suite à la sortie de ce hit, elle commence les tournées. Elle commence à être tout simplement vraiment connue. Moi, du coup, quand je suis née, quand j'étais petite plutôt, à partir de mes 1 an, je pense que j'ai goûté à la célébrité à ce moment-là, avant ma propre carrière. Oui. Et beaucoup plus avec ma mère, du coup, parce que vraiment, c'était un vrai phénomène. Oui, c'était quelque chose pour les plus jeunes, c'était vraiment un tube. C'est clair. À l'époque, c'était vraiment un phénomène. Elle faisait j'ai des photos à la maison d'émeutes, genre dans des lycées qu'elle générait parce qu'elle allait faire des séances de dédicaces, etc. Donc, voilà, j'ai grandi un petit peu dans cet environnement où ce qui paraît bizarre à tout le monde était en fait ma norme. J'ai été du coup exposée parce que, comme tu l'as bien dit, j'ai apparu sur ces 2 premières pochettes d'albums, dont celle de Jah m'a donné un don. J'avais 1 an et du coup, ma success story, entre guillemets, a commencé avec celle de ma mère. Et voilà, en fait, j'ai été vite exposée. En plus, du coup, j'ai été exposée dans un médium, c'est-à-dire que ma mère, elle est rasta. Elle revendiquait aussi à cette époque-là, parce qu'au-delà de Jah m'a donné un don, tout l'album tourne autour de son univers. Il est revendicateur, elle est provocatrice aussi, même avec Jah m'a donné un don, où elle dit, voilà, moi, je veux même pas travailler dans votre système, etc. Donc, moi, je grandis dans ça. Je suis une enfant qui a des locks depuis ses 3 ans. Ouais, j'étais la seule à avoir des locks, genre, je pense, dans mes établissements scolaires. Oui, jusqu'à mes collèges, peut-être, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça se voit beaucoup plus, mais il faut se remettre en fin 90, à l'époque, début 2000. C'était pas la norme. Avoir des locks, revendiquer, être une femme, tout simplement, qui fait du dancehall et qui s'impose autant, ce n'était vraiment pas la norme. Donc aujourd'hui, en 2024, ça ne paraît plus impressionnant ce qu'on fait, c'est vrai. Mais il y a eu un début et moi, j'ai eu la chance d'être au cœur du début, en fait. Okay. Et est-ce que toi, à quel moment tu t'es rendu compte que justement que c'était pas la norme, que c'était une artiste, qu'elle était connue? Et est-ce que ça t'a parlé tout de suite? Les enfants ont tendance un peu à rejeter ce que leurs parents font naturellement
vers l'adolescence ou quoi. Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que toi, du coup, tu étais intéressé? Est-ce que tu as pratiqué piano, que sais-je? Tu connais toute ma vie, gentil. J'ai fait des cours de piano. Bah, écoute, moi, du coup, ma mère, moi, m'a poussée vers la musique, logiquement. J'étais intéressée par la musique. J'ai commencé à faire des scènes très tôt, du coup, avec elle. À partir de mes 5 ans, peut-être, j'étais sur scène. J'avais chanté... à 6-7 ans, j'avais fait une scène où j'avais chanté Ma boulette de Jams, tu vois. Donc, j'ai quand même connu la scène assez tôt via différentes activités qu'il y avait aux Trois-Îlets, parce que je viens d'une commune en Martinique hyper active en termes de culture et de musique. Et je me retrouve donc souvent sur scène quand même jeune, en studio souvent aussi, et je dis très très tôt que je veux être une star, carrément. Je disais à ma mère, moi je veux être une star internationale, je suis fan de Beyoncé depuis que je sais lire sûrement, donc j'avais déjà la vision. Et puis comme tu dis, arrivé au collège, peut-être fin collège, en tout cas l'adolescence, là où tu commences à rejeter justement un petit peu tout ce qui est parental, que tu commences aussi toi-même à visualiser un avenir et tu te dis, bon, je veux mieux que ce que j'ai déjà eu, donc voilà. Et j'étais partie dans des études, hein, tout court, parce qu'en plus, j'adore les études, en vrai. J'aime beaucoup les études. Tu fais pas genre, t'aimes bien Non, ça? ouais, en vrai, j'aime beaucoup. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait des études. D'ailleurs, j'aurais peut-être même dû en faire des plus longues, par plaisir, mais j'ai recommencé à penser à la musique, recommencer à vouloir en faire mon métier, pendant que je faisais mes études à 19 ans. Ok. Non. En Martinique? En Martinique. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Est-ce que ta mère t'accompagnait ou te disait fini avant les études? Comment ça s'est passé? Ma mère, je pense que elle aussi, elle s'était dit, je pense même qu'elle avait souhaité un petit moment que je n'aille pas forcément vers la musique. Elle se dit, comme beaucoup de parents, j'imagine, je veux plus ou je veux différemment pour ma fille, etc. Parce qu'elle connaît les bons et les mauvais côtés de la musique. Et donc, du coup, elle me motivait totalement à faire mes études. Pendant mes études, alors que je lui dis, bon, finalement, j'aime bien parce que j'avais déjà... En fait, j'ai jamais vraiment abandonné l'idée, j'ai jamais vraiment abandonné le rêve. C'est juste que ce n'était plus ma priorité. Mais par exemple, je continuais à faire des covers sur Internet. Enfin, dès que j'avais l'occasion de chanter, en tout cas, je le faisais. C'est juste que je m'étais pas encore lancée. J'écrivais pas, par exemple. D'accord. Voilà. À ce moment-là, tu n'avais jamais créé un son exact, de moi-même. Pas du tout. Okay. Justement, je disais à ma mère, je veux pas aller au studio, c'est bon. Enfin, je sais chanter, mais à la maison, quoi. Je reprenais les chansons des artistes que j'aimais, et puis voilà. Et à 19 ans, pendant que je fais mes études, du coup, je l'ai raconté souvent cette histoire, mais du coup, je tombe sur Meryl, blablabla, qui m'écrit ma première chanson, et c'est ça qui me relance dans l'idée d'en faire un véritable métier. Là, je vois un petit peu aussi les rouages internes parce que en tant qu'adolescente, je rejetais du côté de ma mère. Et puis, voilà comment je reprends. Aussi, il faut dire que, et c'est pour ça que je me suis un petit peu éloignée du rêve, c'est que pour sa carrière, ma mère a dû beaucoup bouger. Moi, j'ai pas forcément toujours été avec ma mère à la maison. D'accord. J'ai eu plusieurs années avec ma grand-mère. En vrai de vrai, ma constante, c'est plutôt ma grand-mère. Depuis que je suis petite jusqu'à son décès récent, il y a 2 ans, j'étais avec ma grand-mère et ma mère, elle a fait plusieurs allers-retours parce que la vie d'artiste, la vie de star. Et puis tout comme moi aussi, elle est venue chercher à Paris ce qu'elle voulait. Elle avait à chercher pour sa carrière. Et donc, il y a eu plusieurs années d'aller-retour. Il y a aussi eu des années d'absence où moi j'étais en Martinique et elle était à Paris. Et je pense qu'à l'adolescence, ça m'a fait un peu rejeter l'idée. Okay. J'étais un petit peu dans une vie plus classique avec ma grand-mère, etc. Et puis bon, ça te rattrape vite. Ok. Et du coup, de ce premier son donc, qui a été fait avec Meryl, écrit par Meryl, oui. Comment ça s'enchaîne? Parce que de l'extérieur, moi j'ai l'impression que tu as été plutôt régulière et que tu as enchaîné, ou alors du coup il y a eu le son, un creux, comment ça s'est passé? Au début, du coup, Meryl me propose d'écrire le premier morceau qui est Vini ouais moi. On y va, elle le produit entièrement, c'est-à-dire que le clip aussi, elle génère une équipe de tournage, etc. On le tourne et on le pose en 2 jours. À quelle année là? Elle avait déjà son expérience?
Oui, Meryl, elle avait déjà son expérience de plusieurs années là. Elle était déjà allée en France, de ce que je D'accord. sais, et elle était déjà de retour en Martinique. Là, on était en 2017, 2016-2017. Et donc, voilà, ça allait vite. Elle écrit le morceau et on le tourne en 2 jours. On le publie le 3e sur Facebook à l'époque. Le marketing se faisait en identifiant tous nos amis Facebook, voilà. Et ça prend. En vrai, ça a pris assez bien pour un premier morceau. De tête, là, je me souviens qu'on a dû faire 10K en première semaine, 10K de vues sur le clip. Ce qui était assez bien à une époque où je n'avais rien, en fait. On part de 0. Et du coup, c'est un petit peu aussi le bouche à oreille. On était en Martinique, la fille de Majesty sort de la musique, allons écouter. En plus, là, c'était une chanson un peu sexy, un petit peu provoque, etc. Donc, ça a créé une petite émulsion. Et juste après, elle m'avait déjà écrit un 2e morceau. Donc, 2 ou 3 mois après, on en sort un second. Et c'est là que notre collaboration s'arrête parce que elle-même, je crois qu'elle partait à Paris. Elle repartait à Paris et moi, j'avais en 2 morceaux, je me suis dit allez, vas-y, on y va, on continue. Là, ça t'a Et là, convaincu. c'était voilà, exact. Et j'ai commencé à me produire seule, à écrire seule, etc. À me mettre vraiment dans le métier. Du coup, comment ça t'est venu le fait d'écrire? Alors ça, c'est pas facile d'écrire. C'est clair. Comment ça t'est venu? Est-ce que t'as été satisfaite? Est-ce que t'as eu une autre équipe ou alors t'étais vraiment seule à ce moment-là? Alors en vrai, après que Meryl soit partie sur Paris, entre-temps, j'avais rencontré, grâce à elle, son cousin qui s'appelle Peerless et qui est aussi du Saint-Esprit. Donc du coup, je l'avais rencontré là-bas. Et Ligé. Beatmaker, réalisateur, auteur, antillais de Chata précisément. Et donc, on continue à se voir avec Ligé. C'est chez Ligé que j'enregistre. Et là, il me propose d'écrire aussi des morceaux pour moi. Faut savoir que comme on est au tout début de ma carrière, j'ai même pas vraiment réfléchi concrètement à la carrière de façon professionnelle comme je peux y penser encore aujourd'hui. Au début, c'était vraiment le fun et l'excitation qui m'a... Tu rencontres des gens, on y va, c'est trop bien. Et donc, du coup, tout le monde il me propose plutôt de m'écrire des morceaux. Je dis banco, Peerless, c'est pareil. Et là, je me rends compte que tout le monde veut m'écrire des morceaux. Ce qui est génial, hein. J'adore me sentir comme Rihanna. Cependant, au bout d'un moment... en fait, je suis vraiment une artiste. Et malgré le fait que j'ai voulu le repousser, je pense, pendant l'adolescence, je suis vraiment une artiste. Et le fait de ne pas avoir de mainmise sur tout ce que je fais me gêne un peu. Exact. Et de voir que finalement, ce qu'on me fait chanter, c'est relatable avec moi, peut-être en apparence, mais pas forcément avec moi au fond, etc. Enfin bref, je voulais écrire vraiment mes propres chansons. Parce qu'en plus, je n'aime pas le ton qu'on prend avec les artistes qui n'écrivent pas leurs chansons en studio. Ce n'est vraiment pas agréable de se sentir comme tu n'es pas la personne qui fait le son. J'aime pas ça. Non, moi, j'aime vraiment que ma musique soit le reflet de ce que je suis. Et c'est là que j'ai dit, bon, allez, les gars, on arrête. C'était après Gang, si je me trompe pas. C'est Ligé qui a produit Gang. Après Gang, j'ai dit, allez, j'écris. Au début, c'était un petit peu cata. Qui est quand même un de tes gros succès. Mon plus gros succès solo, en tout cas. J'ai atteint le 1 million d'ailleurs cette année, en organique, sans pub, sans quoi que ce soit. Donc vraiment, je pense que c'est le morceau qu'on connaît le plus. Sur les publics antillais, mais aussi les publics nationaux. Gang, c'est sûrement ma première carte de présentation. Et c'est après Gang que je lui ai dit... Ok, merci, j'adore ce qu'on fait ensemble, mais j'ai quand même envie de moi-même avoir ma patte. Entre-temps, on a nuancé, maintenant je peux laisser écrire, j'écris. Maintenant que je n'ai plus rien forcément à prouver et qu'on sait aussi quand on s'adresse à moi que je suis une personne qui a la main mise sur toutes les étapes, du coup, là, ça va. Ok. Une fois que tu t'es affirmé, ça va. Exact. Il y a eu d'autres morceaux. Alors moi, totalement de mémoire, je dirais 1 an après, il y a eu le morceau avec Olivia. Pareil, pour moi, c'est un de tes gros succès. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collaboration-là?
C'était quelques mois après, si je ne me Quelques trompe mois. pas. Ouais, peut-être. Non, tu me mets un doute. Peut-être un an. Moi-même, je suis pas sûr, donc Moi aussi, j'ai un doute. ne te base pas sur moi. Mais cette collab, pareil, je ne m'attendais pas à un tel succès parce que c'est vraiment un morceau aussi qui a reçu un vrai succès, notamment en Guadeloupe plus qu'en Martinique, sûrement grâce à la collaboration aussi avec Olivia. Et c'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce que en fait, comment il s'est déroulé, comment le tournage s'est déroulé, c'était un tournage sur lequel on avait mis beaucoup d'énergie aussi. À l'époque, pour les moyens qu'on avait, c'était l'un de mes meilleurs clips. C'était le clip que je préférais. On avait mis beaucoup d'énergie dessus. Et c'est vraiment une collaboration qui, selon moi, a renforcé aussi déjà ma présence en Guadeloupe. J'ai pu collaborer avec une artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que Olivia a fait. Et j'ai pu collaborer avec une femme aussi que j'apprécie dans son art, mais aussi dans sa personne. Et voilà, c'était une très bonne collaboration, un très bon souvenir. Tu as mentionné la Guadeloupe. Oui. À un moment, je te taquinais beaucoup même là-dessus, mais tu as vécu littéralement en Guadeloupe. Littéralement, ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu et qu'est-ce que ça t'a apporté, au moins artistiquement? Artistiquement, la Guadeloupe m'a apporté énormément. Genre, j'adore mon voyage. Oui, on peut le dire, je sais. Mais en vrai, la Guadeloupe, humainement et artistiquement, m'a rapporté énormément parce que, tout d'abord, je suis partie en Guadeloupe pour travailler avec Giovanni Felsina sur un clip. À l'époque, c'était Light. Et je pars en Guadeloupe sous les conseils d'une amie, Keke Lastrit, qui est aussi des stylistes. Et elle m'avait dit, bon, j'aime bien ce réalisateur en Guadeloupe, j'aime bien ce qu'il fait. Je lui ai dit, vas-y, ça me fera un petit voyage en Guadeloupe, allons-y. J'y vais, je rencontre Giovanni, on fait le clip, ça match très bien, donc du coup, on se lance dans une collaboration ensemble dans la musique, une collaboration globale avec dans ma carrière. Et c'est de là, en fait, que je commence les allers-retours réguliers en Guadeloupe, et puis je me retrouve coincée, en fait, avec le Covid à un certain moment. Un blocage qui était très bienvenu. Vraiment, c'était génial. J'étais les 3/4 du temps, enfin, si c'est pas toute la semaine, au 142 décibels, à Grand Camp. C'est là aussi, c'est pour ça que je parle d'apport à la fois humain et musical artistique, parce que c'est une vraie mine d'or pour toutes les personnes qui connaissent le 142, qui ont eu l'occasion d'aller dans leur studio ou même de les rencontrer, eux, le collectif. Tu en ressors grandi, surtout quand j'ai passé peut-être 1 an en Guadeloupe, 1 an et demi peut-être. Donc j'y étais vraiment en permanence. Il y a eu aussi l'apport artistique conséquent de Little Mike, qui a vraiment, je pense, je peux le dire, a apporté quelque chose à mon dancehall. Parce que Little Mike aussi est une légende du dancehall entier en Guadeloupe. Il est strict aussi en studio. En plus. Fait, il pousse les artistes. Il a déjà vu en studio? Oui, bien oui. Ouais, oui, du coup, quand il a décidé que c'est ça, on va faire ça et on y va. On va réussir. Et donc, du coup, c'est tout cet entraînement, toute cette proximité avec des artistes, en tout cas, j'estime énormément, qui ont fait que, voilà, j'ai grandi après la Guadeloupe. Et c'est un très, très beau séjour. Je m'y réinstallerai peut-être un jour. Ok. Peut-être. Ok, je vais mettre dans l'extrait aussi. Je sais, gentil. Ça, c'est que pour l'Oxymore que je dis tout ça. Et du coup, donc tu as mentionné Giovanni, avec qui tu collabores jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez décidé du coup d'axer la carrière à partir de ce moment-là? Et qu'est-ce que ça a créé pour la suite du coup de... Alors du coup, pour resituer, je rencontre Giovanni aussi en 2017, la même année de la sortie de Gang. Et humainement déjà, on match énormément. Et artistiquement aussi. C'est-à-dire que c'est lui et moi, on s'entend vraiment. On a la même vision, on voit les choses de façon assez similaire ou de façon assez complémentaire. Et tout simplement, en fait, ça s'est fait tellement naturellement. Au début, on commençait à juste collaborer sur des clips. Et petit à petit, en fait, je lui ai laissé encore plus de place dans ma carrière. J'avais besoin d'aide parce que on a tous besoin d'aide. En plus, à ce moment-là, en 2017, je ne connais rien. Je connais pas grand-chose.
Et lui, beaucoup plus, parce que justement, il était dans le 142 décibels et au moment où on se rend compte, je pense que le 142 était déjà son deuxième album, tu vois, autoproduit. Enfin, il s'y connaissait beaucoup plus. Et je pense que lui-même m'a tendu la main, voyant que j'avais du talent, mais que je n'y connaissais pas grand-chose et qu'il fallait l'encadrer, il fallait le diriger. Et pour la direction qu'on a appris, en tout cas en 2017, je ne m'en souviens pas très bien parce qu'on a changé de direction tant de fois. Depuis 2017, ça fait déjà 7 ans qu'on travaille ensemble. Et ben voilà, on réadapte à chaque fois nos directives, nos directions. Et tu fais partie des artistes, en tout cas, qui s'exprimaient, au moins s'exprimaient beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, etc. Et c'était quoi la place que tu accordais donc aux réseaux sociaux dans ta carrière? J'enchaîne sur une évolution de la question. On peut le voir aujourd'hui. Tu es aussi porté sur le stylisme. Tu aimes bien être bien présenté, etc. Comment tu gères un peu l'image et la communication autour de ta carrière? Alors pour l'instant et depuis le début de ma carrière, je la gère solo. Donc ça reste encore des décisions assez personnelles en fait. À savoir que mon problème, enfin pas mon problème, mais la particularité de ma carrière, c'est que mon vrai prénom dans la vie, c'est mon prénom de scène. C'est vrai, on l'a pas précisé. C'est vrai. Je m'appelle vraiment Jalice. Mes comptes de réseaux sociaux ce sont vraiment mes comptes perso à la base que j'ai juste basculé en pro. Mais en fait, je n'ai pas vraiment de vie pour la Jalice, pas Jalice. Donc du coup, au début, j'utilisais mes réseaux de façon, selon mon point de vue, avec le recul maintenant, trop personnel. Et donc, du coup, j'étais très loud sur les réseaux. Je parlais énormément, notamment sur Twitter, ce que j'ai arrêté parce que Twitter, c'est Twitter. Et que quand c'est une personne exposée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et justement, en fait, j'ai dû m'adapter petit à petit et laisser un petit peu cette présence sur les réseaux qui est censée être personnelle et la remplacer par une présence totalement pro. Et aujourd'hui, je les gère de façon professionnelle, c'est-à-dire que j'ai été community manager dans ma vie, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore embauché de community manager. Mais j'ai déjà exercé le métier, donc du coup, voilà, je sais un petit peu ce qu'il faut faire. Comme tu dis, j'apporte aussi une attention naturelle, en fait. Là, c'est vraiment du goût, c'est vraiment naturel, mais une attention naturelle à l'esthétique, au stylisme. Je suis vraiment très axée mode. Donc, je pense que même si j'avais pas de carrière, je me serais ramenée habillée comme ça un jour quelque part, tu vois. Donc, je pense que le mélange un petit peu de toute ma personnalité et comment dire, de mon côté professionnel, font que voilà, je gère mes réseaux tels qu'ils sont. Ils peuvent être mieux gérés que ça, je pense. On a toujours de quoi s'améliorer. Mais voilà, j'axe un petit peu effectivement sur tout ce qui est apparence, esthétique. Mais beaucoup, il faut pas se mentir, sur les axes politiques. Je suis une personne, j'arrive pas à fermer ma bouche. Genre, j'ai des avis. C'est ce que j'allais te demander. Exact. Parce que tu as dit que tu avais arrêté, mais... J'ai dosé. Ouais. Ah, dosé. Ouais. Parce que sinon, c'est très, très récent que tu as... Que j'ai repris. C'est très récent que j'ai repris, soit dit en passant. J'avais laissé mes comptes un petit peu, sauf Instagram, c'est vrai. Mais bon, en fait, je suis une artiste, certes, mais j'ai... des convictions. J'ai des convictions. J'ai été éduquée par une personne qui a beaucoup de convictions. Ma mère, son tube est un tube féministe, anticapitaliste. Engagé, tu vois, si on met des termes dessus, ça paraît tout de suite quelque chose de plus politique. Quand on ne met pas de termes sur les choses, c'est plus facile de faire comme si on faisait juste de la musique. Mais en vrai de vrai, voilà, moi j'ai grandi dans un environnement déjà comme ça. J'ai des convictions. J'ai évolué dans aussi des différents groupuscules engagés dans différentes causes, que ça soit la cause LGBT, la cause féministe, la cause, justement, en tant que Martiniquaise dans ce moment, ça serait fou de se taire, tu vois, parce que, voilà, c'est ce que l'on est, ce que l'on représente. Moi, je pense que se taire, c'est une folie. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a une certaine mission malgré tout. Vraiment une mission qu'on n'apprécie pas de ouf, pour être sincère. Mais je pense que on se doit un minimum d'utiliser notre exposition à bon escient. Au minimum de ce qu'on peut, etc. En tout cas, moi, c'est ma conviction et c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser mon exposition, aussi minime soit-elle. Et puis voilà.
Mais du coup, tu as eu des histoires sur les réseaux sociaux. Absolument. Est-ce que ça a fait partie du fait que tu as arrêté? Ou alors c'est vraiment plus, je fais un truc plus clean parce que je suis artiste? Je me souviens du dernier bad buzz que j'ai vu, c'était sur Twitter et c'était, si je ne me trompe pas, en allez, peut-être 2020-2021 et c'était une histoire de string qui dépassait d'un jean Ah oui. dans une MJC, je crois, de quartier. Oui. On te reprochait d'avoir eu une tenue trop Non adéquate. non adéquate Exact. avec des plus jeunes. Avec des mineurs à Skip, en Martinique. C'est fou. Mais c'était c'est sûrement le dernier gros bad buzz que j'ai eu. Et qui m'a quand même effectivement appris des leçons sur ma présence réseaux sociaux. J'ai pas disparu des réseaux sociaux ou arrêté de m'y représenter pour ça. Par contre, j'ai choisi de le faire différemment. J'ai choisi aussi parce que je me souviens à l'époque, par exemple, j'avais répondu. Là, c'est fini. Et ça. Parce que ça ne sert à rien, mais tu vois, tout ça, il fallait l'apprendre aussi, il fallait avoir les expériences pour. Donc, là, j'ai adapté mes réseaux sociaux aussi à ma santé mentale personnelle parce que j'ai une vie perso. Comme je te dis, il n'y a pas vraiment de séparation entre la Djali sur scène et la Djali dans la vraie vie. Et donc, à certains moments, tout simplement, les réseaux, j'ai pas envie d'y être parce que j'ai une vie personnelle et que, à certains moments, tout comme tout le monde, on a envie d'éteindre nos portables. Donc c'est plutôt ça qui s'est installé petit à petit, la maturité. Je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais je devais avoir 24 ans, j'étais plus jeune. Là, les réseaux n'ont plus la même importance aussi dans ma vie qu'ils ne l'avaient avant. Okay. Donc je pense que ma carrière évolue avec moi. Ok. Ça nous amène du coup à cette année 2024. Tu as participé à Nouvelle École. Tu as échoué. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Comment toi tu l'as vécu? Puisque, comme on disait, tu t'es pas particulièrement exprimé là-dessus sur les réseaux. Non. Donc voilà, je me posais la question. Après, je me suis pas encore exprimée. Je me suis pas exprimée du tout parce que j'ai signé des NDA. D'accord. Contrat de confidentialité. Oui, totalement. Mais aussi, j'attendais d'être à quelque part où ça serait cool de s'exprimer à ce propos. Merci, Shorty. Mais voilà, oui, cette année, j'ai fait Nouvelle École. À savoir, j'ai tourné en vrai l'année dernière, mais ça a été diffusé cette année. Et j'appréhendais un petit peu aussi, d'ailleurs, la sortie réseaux sociaux parce que j'y étais pas beaucoup à cette période-là sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais un petit peu peur que le retour soit un retour négatif avec l'échec, entre guillemets. Mais pour replacer le contexte en fait de cette participation, si tu veux, c'est la prod de Nouvelle École qui est venue me chercher en me disant que voilà, ils savent déjà ce que je fais, qu'ils veulent donner à leur émission cette année une nouvelle envergure, sortir un petit peu de tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est rap, et s'élargir à d'autres styles musicaux dits urbains. Le Chata en fait partie. Et en plus, vu le succès que le Chata a depuis 2 ou 3 ans, là, c'était pile le moment de trouver une artiste antillaise, etc. Donc, ils sont venus me chercher, ils m'ont fait passer un casting, si je me trompe pas. Oui, un casting. Avant ce qu'on a pu voir dans l'émission. Ok. Avant. Et ensuite, voilà, on arrive à l'émission directement. Avec un tournage de... Je sais même plus combien d'heures j'ai fait. Genre, j'avais déjà fait 8 heures de tournage avant la session qu'on voit à Nouvelle École, ouais. Et donc, j'y vais. Je suis stressée à mort. Je pense que ça se voit même sur les vidéos. Je suis aussi stressée parce que j'étais très fatiguée après les 8 heures d'attente. En vrai, c'est un tournage. Donc, on te fait attendre pendant 8 heures avant qu'on passe. Et t'as le temps même d'oublier. Donc, moi, j'étais très stressée. Je pensais à trop de choses en même temps, au même moment. Je suis une grosse overthinkeuse. Donc, là, j'étais en mode overthink. Et donc, du coup, petit échec qu'on a vu à la télé, comme vous avez vu à la télé. D'ailleurs, après coup, j'ai compris que c'est juste parce que j'avais oublié un mot. Et ça m'a déstabilisée dans toute ma récitation. Et voilà, ça s'est passé. J'étais évidemment déçue sur le moment, mais... malgré tout, comme, je sais pas comment expliquer, mais je l'ai pas vécu comme un si gros échec. C'est-à-dire que j'ai mal vécu le fait de l'avoir raté en soi parce que je voulais continuer et surtout je voulais rendre fière la Martinique.
Et c'est ce poids qui est décevant. C'est plutôt ça. Je Exact. voulais te dire ça. Je Oui. pense qu'il y a beaucoup de pression quand on a des artistes antillais qui sont dans ce type de format ou d'émission, mais qu'en réalité, la majorité, ils ratent En le vrai, passage, tu vois, tu vois. mais c'est vraiment que notre échec n'est pas le même, tellement qu'il y a C'est vrai, une, je suis d'accord. il y a une dame, il y a une jeune femme qui travaille dans la prod, qui m'a dit justement après, appelle-moi, je sais comment est notre, elle est guadeloupéenne, elle m'a dit, je sais comment est notre peuple. Appelle-moi, parce que je sais que ça sera pas comme les autres. Donc voilà, notre échec est un petit peu particulier, tout comme notre victoire est particulière. Hein. Si j'avais réussi aussi, je sais que j'aurais vraiment rendu fière une partie de la Martinique et ça aurait été vraiment une vraie fierté. Et c'est ça que j'ai mal vécu. C'est vraiment cette petite déception-là d'avoir raté un peu de ne pas pouvoir être celle qui... Exact. À part ça, déjà, c'était une bonne expérience en soi. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je n'avais pas pour objectif ni de gagner une nouvelle école, ni forcément d'aller hyper loin parce que malgré tout, c'est pas mon branding. On est venu me chercher, j'y suis allée parce que j'ai vu l'occasion et l'opportunité d'être exposée, de gagner en exposition, etc. Et potentiellement, pourquoi pas, d'aller loin. Mais c'est vraiment un pourquoi pas. J'ai gagné un nouveau public et ça, c'est cool. Tu as pu le voir sur tes réseaux, tes abonnés? Oui, vraiment. Okay. Concrètement, je vois que j'ai un nouveau public. J'ai des nouvelles opportunités. Dernièrement, j'ai apparu sur l'album de Théodora. J'ai des opportunités avec des artistes qui sont plutôt nationaux, plutôt que locaux. Et donc ça, c'est très cool. Ça m'a ouvert d'autres opportunités business. Donc, je prends tout positivement. Je suis juste dégoûtée de ne pas pouvoir brandir mon drapeau martiniquais. Juste un petit... commentaire, donc c'est facile pour moi de l'extérieur de dire ça, c'est toi comment tu l'as ressenti, mais j'ai même pas trouvé que les gens ont été si durs avec toi sur les réseaux sociaux. D'accord. Okay. Et sache que je suis très étonnée. Après le lynchage MJC, là, j'étais en mode, alors je vous attends, et pas du tout. Et ce qui revenait souvent, notamment en DM, c'était que beaucoup de gens me disaient tout simplement, on sait déjà en fait ce que tu vaux. Il y a beaucoup d'artistes qui passent à Nouvelle École, qu'on ne connaît pas encore, qui lancent leur carrière, etc. Moi, c'est vrai qu'on est venu me chercher parce que j'avais déjà une carrière. Donc, j'ai un public qui peut à la fois me défendre et en fait, même si c'est pas mon public directement, aux Antilles, la plupart des gens qui écoutent de la musique jeune, urbaine, etc. m'ont déjà entendu ou écouté. Et merci d'ailleurs, mais personne n'a trouvé à en redire. Et aussi, je pense que comme effectivement c'est un exercice qui est plutôt rap, d'aller faire une performance, que j'ai pas l'impression que les gens ont en tout cas mis cette pression-là sur tes épaules, qu'ils auraient, comme tu as dit, tout le monde aurait été fier que tu passes quelques étapes, mais... mais la déception n'était pas en tout cas si grande. Et en tous les cas, vous avez rebondi, vous avez préparé un EP qui est sorti à peu près dans la foulée, disons pour profiter de ce moment, de cette exposition. Est-ce que, je pense que oui, mais est-ce que c'était calculé? Comment vous avez réfléchi ça? Et comment vous avez trouvé l'accueil de ce projet-là? Alors, pour Vixen, qui est sorti dans la la première semaine de juillet de cette année, on l'a évidemment conçu pour qu'il sorte la semaine de la diffusion de Nouvelle École et qu'on puisse bénéficier de cette exposition-là. Maintenant, le projet, il était effectivement déjà prêt. On a fait plusieurs séminaires pour le concevoir avec Dark Lightning, avec l'équipe de Akatsuki, c'est une équipe de beatmakers aussi antillais, avec X-Man. Dessus, on peut retrouver des prods de JD, JDS. En tout cas, il y a que des beatmakers antillais sur le projet. D'accord. Et voilà, on l'a travaillé soit en séminaire, soit hors du séminaire, en studio, tout simplement, le long de l'année. Un séminaire que vous avez mis en place vous-même? C'était l'équipe Akatsuki qui l'avait mis en place. Okay. On était plusieurs artistes. Mais du coup, de là est sorti les 2 premiers morceaux du projet, d'ailleurs. Et voilà, Vixen s'est préparé comme ça tout le long de l'année. J'avais prévu de le sortir normalement soit plus tôt, soit plus tard. Et comme il y a eu Nouvelle École avec la date de diffusion, on s'est dit, bon, soyons malins. Et la réception, elle était bonne. Franchement, moi, j'étais étonnée parce que malgré tout, en fait, tout le projet, il est en créole. Vraiment, c'est un projet techniquement assez local dans le sens où, je veux dire, c'est notre langue de A à Z.
Maintenant, il y a tellement de codes qui s'y mélangent. Il y a des codes américains, par exemple, le fait qu'il s'appelle Vixen, le projet. Il y a des sonorités aussi qui ne sont pas antillaises, etc. On a pu le proposer à notre public, le public national qu'on a pu gagner justement avec cette exposition. Et il a été super bien reçu. Vraiment, j'étais même étonnée du public du public qui me répondait ou qui m'envoyait des retours, franchement. Est-ce que tu es sûr que ton nouveau public, entre guillemets, c'est par rapport à Nouvelle École? Ou alors parce que, comme tu as dit aussi tout à l'heure, ça fait 2-3 ans que le chata est partout. Pas plus tard que ce matin, je regardais un TikTok sur les retours de l'album de Damso. Ouais. Pareil, tout le monde dit « Ah, moi j'aime le son chata, j'aime le son chata ». Sur un public national, en tout cas des gens de France hexagonale. Est-ce que tu es sûr que c'est le public de Nouvelle École ou alors... Je gagne des deux côtés. Je gagne le public, comme tu dis, depuis 2 ans peut-être. Je vois vraiment mon public se transformer en public national grâce au chata. Il y a cette petite montée, ce pic de nos musiques, certes. Mais effectivement, j'ai quand même ressenti un pic après la sortie de Nouvelle École. Il y a eu un petit pic, mais c'est sûr que là, continuellement, tous on gagne en public pour ça. Et qu'est-ce que tu penses justement de ce côté du chata qui devient mainstream? Tu as parlé de Théodora, donc qui sur son projet, elle a fait du bouillon, elle a fait du chata, il y a un morceau qui a beaucoup d'influence zouk. Qu'est-ce que tu penses d'une manière générale de ces musiques caribéennes qui sont en train de prendre plus de place sur la scène hexagonale? Écoute, c'est une histoire qui ne cesse de se répéter. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. On est une mine d'or en termes d'influence, ça ne m'étonne pas. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui me vient en tête en général quand on me pose la question, c'est que ça ne m'étonne pas. Maintenant, il y a évidemment des choses dérangeantes, comme la plupart du temps, ce qui concerne nos musiques, nos carrières. C'est que souvent, il y a une appropriation quelque part. Il y a des gens qui s'approprient, il y a tout un... Comment dire, une industrie plutôt qui se l'accapare. C'est pas des gens que je pointe du doigt personnellement, c'est vraiment toute une industrie. Et malgré tout, on ne sera peut-être pas les personnes qui vont le plus en bénéficier. Moi, c'est toujours le point d'interrogation que je pose sur tout ce qui concerne la musique antillaise en France. Mais en soi, c'est pas la faute non plus des autres. De notre côté, on n'a pas d'industrie pour tenir nos musiques. Donc, c'est vraiment un problème qui se répète dans tellement de domaines chez nous que, ce que je te dirais, c'est que ça ne m'étonne pas. C'est pas étonnant et ça va toujours continuer à se faire. Pour reprendre l'exemple de Théodora, donc qui vient de t'inviter, en tout cas, ça vient de sortir, son projet. C'est quand même bien, en tout cas, qu'elle t'ait appelé. Que ça démontre qu'elle a des influences, il y a des gens qu'elle apprécie et qu'elle écoute. Et que, du coup, et ça, j'ai beaucoup apprécié effectivement de sa part. Et j'apprécie beaucoup les artistes qui le font. Par exemple, si on parle de Damso avec Kalash, par exemple, on est vraiment dans une reconnaissance. On sait d'où ça vient. Donc, du coup, voilà. C'est comme si je fais de la rumba demain. Effectivement, je vais appeler Théodora parce que voilà, je respecte d'où vient cette musique et cette influence, et voilà, faut le respecter. Et j'ai beaucoup apprécié ça chez Théodora, effectivement. Tu m'as parlé de séminaire tout à l'heure, et on s'était vu aussi à Montréal, pareil en séminaire. Est-ce que c'est des modes de productivité, de création que tu apprécies? Est-ce que tu as besoin d'être en équipe? Est-ce que tu arrives moins à créer toute seule? Alors, moi, je crée beaucoup toute seule et j'ai beaucoup créé toute seule pendant longtemps. Et je n'apprécie plus de le faire parce que j'estime que mon résultat est meilleur quand plusieurs cerveaux s'associent pour faire quelque chose. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler en équipe pour la musique aussi parce que tout simplement, c'est good vibe. Les séminaires en eux-mêmes, je trouve que c'est vraiment un système hyper efficace pour tout le monde. C'est génial. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup le concept. Et c'est Amélie qui avait organisé le séminaire, d'ailleurs, de ouf, à Montréal. Et vraiment, j'ai tellement apprécié l'expérience que j'ai hâte qu'on recommence. D'ailleurs, je lui ai déjà dit de me rappeler. Ouais, je vais lui envoyer un petit message. Voilà, qu'on appuie un petit peu tous. Mais oui, c'est un mode de création qui pour les artistes et pour les beatmakers, c'est vraiment génial. Ça nous permet de nous réunir et surtout de ne pas sortir du cercle créatif pendant un certain temps. Là, par exemple, ça faisait 1 semaine à Montréal. On a fait 1 semaine non-stop de studio.
du coup, j'allais dormir en pensant à la musique, je me réveillais en pensant à la musique et je n'avais pas l'occasion de penser à autre chose qui pourrait me déconcentrer. Là où dans le quotidien, c'est difficile. Effectivement, j'ai une séance studio samedi matin, mais le reste de la semaine, j'ai autre chose à faire. Je serais peut-être pas dans le mood samedi matin. Là, dans un séminaire, c'est vrai que c'est pas la même chose. Et puis, c'est vraiment le fait que tout le monde travaille en même temps que moi, j'apprécie beaucoup. Et apporte sa Exact, touche. exact. Aujourd'hui, est-ce que, du coup, on a parlé du côté mainstream du chata, des choses comme ça, même la musique caribéenne en général. Est-ce que tu as été contacté? Est-ce que après Nouvelle École, il y a des contacts pour être signé en artiste, en d'autres formes de contrats? Avant Nouvelle École, j'ai été approchée. Avant Nouvelle École, j'ai déjà été approchée par des maisons des labels. Et après aussi, du coup. Donc, toute l'année, j'ai été approchée par des maisons de disques et on est juste en discussion. J'ai pas encore fait mon choix, en fait. Voilà. Pour être sincère avec toi, j'ai pas encore fait mon choix. Tu sais déjà si c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as plutôt envie de cultiver ce côté indépendant que tu as? En fait, j'ai tellement l'habitude avec l'indépendance. Et surtout, en fait, si j'hésite, c'est parce que j'estime qu'il faut que la proposition qu'on me fasse soit vraiment avantageuse pour moi et que je ne puisse pas l'atteindre en indépendance. Ce que j'estime souvent, enfin, j'estime qu'il y a beaucoup de signatures qui n'étaient pas forcément nécessaires ou qui semblent être plus un piège pour les artistes. Et j'ai pas envie de me retrouver dans ces situations-là. J'ai eu la chance, comme on le dit depuis tout à l'heure, d'avoir des personnes qui m'ont précédée, dont ma mère, qui a eu vraiment une expérience de contrat affreuse. Ah vraiment, on lui a, oui, de tête, je crois qu'on lui avait volé tous les bénéfices de Jama donné un don sur le. D'accord, ouais, ok. Ouais, sur le premier contrat. En tout cas, c'était un mauvais contrat avec Dance Music. Et du coup, moi, j'ai déjà cette peur des contrats, de me bloquer quelque part. On a eu l'exemple plusieurs fois. Meryl en parle souvent sur les plateaux. J'ai peur un petit peu d'aller dans un mauvais plan. Parce que j'estime quand même que malgré tout, moi, ma musique, j'arrive à la faire et j'arrive à la vendre solo. Mon business plan ne peut que s'améliorer, donc par conséquent. Et puis aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'exemples de personnes en Indé qui ont des carrières de niveau signature. Donc j'hésite, voilà. Je réfléchis, je négocie. Et est-ce que tu te formes du coup? Parce que effectivement, il y a sûrement des mauvais contrats, mais il y a aussi le manque de connaissances. Donc, est-ce que tu es du style à aller te former, voir comment ça fonctionne bien les contrats, t'entourer d'un avocat peut-être éventuellement? Absolument, absolument. Donc du coup, évidemment, en ce qui concerne l'entourage, avocat, etc., on sait à qui s'adresser pour avoir des réponses lorsqu'on a des questions ou revérifier tout simplement les contrats, juste les lire. Mais aussi, comme je t'ai dit, moi j'ai Jovan dans mon équipe. Alors moi j'apprends, promis j'apprends, mais je ne suis pas la meilleure, c'est Jovan le meilleur de nous deux. Et il se connaît beaucoup plus que moi et comme avec ces 7 années là vraiment je me suis fait une bonne base de connaissances. Et du coup, ta maman qui a cette expérience et qui voit en même temps sa fille, qui en même temps elle voulait que tu fasses un peu de musique, mais en même temps j'imagine comment elle est par rapport à ta carrière aujourd'hui? Ma mère, c'est vraiment ma première fan, ma plus grande supportrice. Elle partage toujours tes trucs et tout en story. Tout. Je suis désolée pour vous tous, parce que du coup, elle vous tag tous. Mais oui, ma mère, c'est vraiment ma plus grande supportrice. Elle m'encourage en permanence, même quand j'ai des coups de mou, on va dire, que j'ai des questionnements, des doutes. C'est vraiment une personne qui m'a toujours motivée, même au début, quand je lui ai dit, bon, maman, finalement, je crois que je vais faire de la musique. Elle m'a dit, banco, hein, ma fille, je sais que tu sais chanter, je sais qu'à un moment, ça t'aurait rattrapé, donc vas-y. Et vraiment, j'ai rien d'autre à ajouter à part que elle kiffe, elle me soutient et c'est tout. Ok. On n'a pas parlé de ton style musical. Donc, tu as déjà fait beaucoup de styles, tu as des touches un peu de partout. On a mentionné plusieurs fois le chata, mais qu'est-ce que tu préfères faire toi? Est-ce que tu es contente de toucher un peu comme ça? Est-ce que tu fais le chata en attendant? Comment tu vois ton style musical vraiment? En 7 ans, je pense que justement, je me suis un petit peu affinée parce que depuis le début de ma carrière, c'est un petit peu la question que moi je redoute parce que j'aime tout faire. Maintenant, j'ai affiné un petit peu ma vision, j'ai affiné ma direction. Je pense qu'aujourd'hui, je peux totalement me définir en tant qu'artiste dancehall.
je dirais dancehall plus largement, parce que certes, il y a le chata, mais il y a aussi tout simplement les autres dancehall. Et donc, je m'identifie en tant qu'artiste dancehall. Et je suis une artiste dancehall qui sait tout faire, comme Shensia. Ok, c'est un modèle. Oui, évidemment. Jalis, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ta carrière à l'avenir? Dans un avenir proche, on peut prévoir des hits, évidemment. Des bons morceaux. Je pense qu'en 2025, il y aura un deuxième projet, sûrement dans la continuité, sûrement de Vixen. En tout cas, à voir. Donc, plutôt EP relativement court? J'hésite encore pour le nombre de morceaux qui seront dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que cette année, je propose un projet et plusieurs singles. Je vais proposer aussi... non pas une nouvelle facette, mais une continuité de ma DA, de mon branding. Et puis, pour le plus long terme, que du succès, hein. Que du succès. Des grandes scènes, des festivals, tout ça. C'est ce qu'on te souhaite. Tu as mentionné Shensia. Est-ce que tu as des collaborations de rêve, justement? Je croyais que tu allais me dire, est-ce que j'ai un feat avec Shensia? Est-ce que j'ai des collabs de rêve? Figure-toi que j'ai essayé de préparer cette question et j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de réponse. Voilà, parce qu'il n'y a pas de réponse. Nous sommes des artistes, quel que soit l'artiste, on va faire un produit, le bébé de nous deux. Voilà. Et Shensia, évidemment. Et avec ta maman, t'as déjà fait un son? Non, putain, c'est vrai, là, ça fait 7 ans que je dis, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais ça arrive, je ne l'ai pas encore fait. Elle est en demande, elle attend ça? Elle a grave hâte. Moi aussi, en vrai. Hein. C'est juste que je veux que ça soit bien fait. Je veux que ça soit fait... Enfin, tu sais, il y a le mythe du bon moment aussi. On est toujours tous en mode, je recherche le bon moment. Et puis, dans le cas de ma mère, moi, j'ai envie de refaire Dieu m'a donné un don. J'ai envie de refaire un remix de Dieu m'a donné un don. Et elle en a marre, Dieu m'a donné un don. Donc, on est en négociation de notre prochain morceau. Voilà. Ok. Il y a déjà 2 ans, elle avait fait, pas un retour, mais elle avait performé à Baka. Exact. Et toi, tu étais une cliente et elle était sur scène et tout. Très fun. Comment elle avait vécu ce moment-là? Et toi aussi, du coup, de voir ta maman sur scène, mais toi-même, tu es artiste en même temps, tu es dans le public avec les gens en train de crier, de pull-up. Comment tu avais vécu ça? Eu ce petit flash-là. Écoute, c'était une Baka assez particulière. Moi, j'avais passé une très mauvaise Baka. Okay. Et c'était la meilleure Baka de ma mère. C'était la première et la meilleure. Écoute, j'étais en mode cliente, comme tu dis. Le show, en fait, le fait qu'il y ait cette nouvelle émulsion autour de la chanson, c'était génial et beau à voir. Il y a un retour un peu au classique et les gens redonnent un peu le respect à des gens qui n'étaient pas spécialement cités. Majesty n'était pas spécialement cité. Avec Sahel, le lieutenant, enfin toutes les personnes justement que Sahel avait rassemblé un peu autour de lui à cette période-là et jusqu'à très dernièrement d'ailleurs. Il y avait ce retour du old school. Et c'était génial parce que vraiment, on en avait besoin. Cet ancien dancehall là aussi, ça retourne juste les foules, que tu sois plus âgé ou plus jeune. Je trouve que l'ambiance sound system, c'est l'ambiance sound system. À un moment, tu vas juste kiffer. Et donc, du coup, franchement, cette période, elle était géniale. C'était vraiment les dernières plus grandes vacances, les plus cool que j'ai passées. Même Abaka était horrible. Genre, les vigiles de Abaka, 0. Mais je vous ai déjà dit que je n'ai pas de rancune. Ça marche. Jalis, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé rajouter? Pas de tête là. Ok. Donc, on reste connecté pour le projet à venir. Tu t'engages pas encore sur la date? Non, pas encore. Je vous dirai. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je voudrais ajouter. Suivez-moi, streamez les sons, streamez Vixen avant le prochain projet, streamez Bad Barbie, tout ça. Et restez connectés surtout parce que l'année 2025, elle est censée être... Mouah. Merci, Jalis. Merci à toi, Shorty. À bientôt. À bientôt. Luxy Moore, #1, you heard me? Boss.